Le marathon des mots avait lieu cette année du 24 au 29 juin 2025 autour de rencontres, lectures musicales, concerts, projections dédiées aux écritures diverses et à leurs auteurs. Nous vous proposons d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 21e édition de cette manifestation internationale de littérature d'Occitanie. Bonne écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus cet après-midi à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du festival du Marathon des mots pour écouter Yanis Yonievs. Alors Yanis Yonievs, bonjour. Bienvenue. Alors Yanis Yonievs, on vous connaît depuis quelques temps en France parce que vous avez publié un roman, je crois qu'il est paru en 2020 en Lettonie, qu'on a traduit en Métal, c'est ça alors C'est un peu plus tôt, je crois en France c'était 2015. Ah bon, je me suis complètement embrouillé dans mes dates, c'est pas grave. Toujours est-il qu'on vous connaissait déjà grâce à votre premier roman, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser plus ce sont vos nouvelles. Donc Tigre, publié cette année en 2025 aux éditions des Argonautes. Donc on va essayer le plus possible de rentrer dans votre œuvre, de rentrer dans votre tête peut-être, même si c'est un vaste sujet vu l'étendue assez magnifique de ces nouvelles. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler du projet que ça a été pour vous d'écrire ces nouvelles ? Qu'est-ce que vous aviez avant tout envie d'écrire ? Mon premier livre, c'était un roman, mais il s'agit de mon enfance, mon adolescence. Alors c'était mes mémoires que j'ai utilisées comme le sujet. Mais après ça, j'ai bien voulu essayer si mon imagination marche. Alors j'avais cette forte volonté d'inventer des choses, inventer des histoires. Mais parce que c'est comme quand j'étais tout petit, j'avais un rêve d'être un écrivain, mais c'est un rêve d'inventer, de créer un monde. Alors après un livre de mémoire, j'ai essayé de travailler avec mon imagination, mais quand même c'est pas mal. Il y a des épisodes qui sont pris de ma vie. Je ne suis pas sûr que j'ai échappé la réalité. Mais... Est-ce qu'on y échappe, de toute manière. Et pourquoi cette forme de la nouvelle ? Peut-être qu'il y avait une raison à ça ? C'est une forme que j'ai beaucoup adorée quand j'étais petit, de nouveau, quand j'ai commencé à vraiment me plonger dans le monde littéraire. Oui, j'ai beaucoup aimé ce genre de littérature. Et, il y a ici une raison que... moi, j'aime bien qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à la fin d'un livre. Oui. C'est pas toujours le cas, mais moi, je suis traditionnel, j'aime une surprise à la fin. Mais vous savez, quand on lit un roman, que ce soit bien caché par l'écrivain, mais on voit que la fin de livre approche. On sait que ça ne va pas continuer longtemps. Mais c'est un piège, en fait. Oui, mais dans un recueil de nouvelles, le lecteur ne sait pas combien de pages restent. Non, sauf la dernière. Okay. Oui. Mais comme ça, on peut garder un peu plus de surprises, je crois. Mais bon. Ok. Alors, on va peut-être, avant tout, nous parler on va essayer de parler de cette introduction. Donc, il y a une intro et une outro, on est d'accord, et une introduction assez fascinante, je trouve, qui nous met directement dans l'ambiance du roman, quelque chose d'assez insaisissable. On est un peu perplexe, on tente de comprendre. On va retrouver Walt et Henry, des personnages qu'on connaît toutes et tous. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et on a l'impression qu'ils travaillent une sorte de pépinière de nouvelles, justement. On pourrait croire que les petits bouts de papier qu'ils sont en train de manipuler, c'est peut-être les nouvelles qu'on va retrouver plus tard. Qu'est-ce que vous avez essayé à quoi ils travaillent exactement, ces deux personnages ? Déjà, c'est deux personnages, Walt et Henry, sont Walt Disney et Henry Ford, qui
que je usais ces citations de ce personnage comme un épigraphe pour mon livre. Bon, peut-être vous pouvez les dire comment c'est en français. Oui. Donc c'est Henry Ford qui dit que vous pensiez en être capable ou pas, quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez raison. Oui, Walt Disney a dit presque la même chose. Oui. Walt Disney a dit si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Oui, mais ça m'a paru intéressant, fascinant que ces deux mecs qui sont, ce que j'imagine, sont assez différents, mais qu'ils sont dit presque exactement la même chose. Mais c'est quelque chose de très beau, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Mais je n'y crois pas vraiment. Mais ça m'a paru intéressant. Et c'est aussi un motif, un sujet qu'on trouve dans toute la nouvelle, c'est que quelqu'un, le caractère principal, a un rêve, et à la fin, ça se réalise, mais d'une manière inattendue. Alors pour ça, mais c'est une introduction qui est une première nouvelle. Il s'agit de tout petits fragments qui, dans un ordre chaotique, disons, où les gens décrit son rêve plus passionnant. Mais si on fait l'attention, ce que j'espère qu'un lecteur peut faire, mais on peut les grouper, coupler, que si on s'organise bien, il y a que deux rêves marchent bien ensemble, qu'un peut réaliser les rêves d'autres. Oui, on peut les organiser dans un ordre où ça marche bien. Alors, c'est ce travail de ces deux personnages, d'organiser un peu le monde. C'est une situation utopique, mais c'est que deux gens malheureux peuvent rendre l'un autre heureux si on se rencontre. Et ces rêves, quand ça se croise, c'est bon pour tous les deux. Okay. Alors, c'est ça, avec ces petits fragments, on peut le faire, on peut essayer de le faire. Oui. C'était un devoir pour les étudiants, c'est que oui, en Lettonie. Racontez-nous, quel devoir? Non, c'était que le prof en Lettonie a donné cette première nouvelle de mon livre. C'était le devoir des étudiants d'organiser ces petits fragments, que ça marche. Oui. Alors le prof l'a trouvé, cette idée, c'est bien. Parce que moi, peut-être c'est un peu trop compliqué, c'est que je pensais après, mais bon. C'est extrêmement intriguant. Moi, ce soir, je pense que je vais rentrer, je vais faire mes devoirs aussi. Oui, mais c'est possible de les organiser. C'est à Walt et Henry d'organiser ce monde chaotique, le monde des rêves différents, de les coupler, pairer. Ouais. Mais alors ça tombe parfaitement, et là j'anticipe un petit peu sur la suite de mon questionnaire, mais j'ai eu le sentiment en vous lisant qu'il y avait une forme de contrainte dans l'écriture. Et je me trompe peut-être complètement, mais moi j'ai pensé aux Oulipiens en vous lisant. Il y a tellement de motifs, tellement de choses qui reviennent, des choses qu'on commence à voir dans une nouvelle et puis qu'on retrouve dans une autre nouvelle. Plein de choses se font écho, et là ce que vous me dites de ces fragments qu'on peut coupler, ma question c'était, est-ce que vous vous êtes imposé dans votre travail d'écriture des contraintes littéraires, ou quelles qu'elles soient? Ou je me trompe peut-être complètement. Contrainte, ça veut dire contrainte. Je ne sais pas, vous aviez peut-être pas un cahier des charges, mais des choses que vous vouliez absolument faire, et donc suivre oui. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça marche toujours. Mais j'aime donner des petits signes pour que ces mondes de ces nouvelles coexistent. Oui, on peut rencontrer un personnage dans une nouvelle dans une autre, mais pas juste par un jeu d'œil. Oui, j'essayais de faire ça, mais en même temps de ne pas être trop schématique. Alors, oui, la réponse c'est oui, j'ai essayé, mais j'espère que ça marche. Mais oui, c'était mon idée que les nouvelles se passent dans des environnements très différents, dans la vie quotidienne, où l'autre fois c'est question de vie et de mort, que les êtres humains en rêvent dans toutes les situations. J'essayais de faire qu'il y a un fort contraste entre les histoires, mais en même temps qu'ils sont
comparable, pareil, oui, c'est ça, peut-être le grand sujet. Et alors ça va être l'occasion du coup de rentrer dans le vif du sujet et peut-être de parler d'une nouvelle qui est vraiment fascinante. Alors je sais que vous en avez déjà parlé hier, c'est la nouvelle qui s'appelle Méthode, mais qui est vraiment délicieuse de E à Z. Alors moi j'aurais peur, en la racontant, de dire des choses que je ne suis pas censé dire, donc je vais vous laisser le faire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage qui est écrivain, il me semble? Oui, mais ce personnage, c'est moi, en effet. Mais bon, très bien, oui, présentez-vous. C'est un personnage qui est écrivain le temps en débutant, mais qui a cette occasion d'être en résidence d'écriture à Bordeaux. Et là, elle cherche, son devoir, c'était d'écrire un texte sur le Hamilton, mais c'est qu'on a cherché depuis notre assez courte histoire. Voilà, elle travaille là à Bordeaux sur cette question de l'étonnité. En résidant en France, à Bordeaux. Oui, mais ça ne marche pas bien, il ne trouve pas des idées, il commence à douter, toute cette idée d'être laiton. Et après, il va se promener. Des choses deviennent bizarres. Et ça, c'est un fait réel. C'était exactement moi. Et je suis entré dans une... C'était à Bordeaux, juste un peu pour ma procrastination, qui est le motif central de ces nouvelles. Je suis entré dans un cimetière. Bon, je fais une visite de 15 minutes en cimetière pour être plus élaboré, pour regarder un peu cette belle cimetière. Et dans 15 minutes, je rentre, recommence à écrire. Alors, je fais ma petite balade. Et quand je vais sortir, la porte est verrouillée, c'est fermé. C'est trop tard déjà. Oui. Jusqu'à là, c'était vraiment une vraie histoire, mais après, les choses deviennent bizarres dans la nouvelle. Oui, mais je ne suis bien sorti. Mieux que votre personnage, j'espère. Oh, oui. Mais aussi, il y a cette question pour... oui, peut-être c'est un syndrome de manque de conscience, de fierté. En Lettonie, on pense que personne dans le monde entier ne sait pas où se trouve Lettonie. Qu'est-ce que c'est ça, on touche cette question. Et on nous mélange souvent avec Lituanie. Et c'est ça aussi, cette question, ça va apparaître dans la nouvelle. Mais oui, mais nous faisons la même chose avec Slovaquie et Slovénie, en effet. Alors, il y avait une fois quand j'ai rencontré un homme de Slovénie, et il m'a dit un compliment pour le basket. Je pensais à moi, monsieur, vous pensez à Lituanie, je crois, mais bon, je ne vais rien dire. J'ai dit à lui, mais vous êtes aussi pas si mauvais, vous venez juste de gagner un coup d'Europe. Elle dit non, c'était Slovénie. Et j'ai compris que, ok, tous les deux ont fait la même faute, alors ça arrive. Voilà, c'est un peu ce syndrome de se sentir petit et inconnu, et en même temps devoir de se présenter. C'est ça la méthode. Mais le titre méthode, il s'agit parce qu'il cherche la méthode, comment écrire. Comment, quand tu n'as pas d'inspiration, tu n'as rien, mais il croit que doit être une méthode qui t'aide toujours. Oui, et si on la trouve, ça reste une question. Et c'est quoi votre méthode à vous, justement? Vous avez une méthode Toujours on cherche. Oui, mais c'est qu'un grand classique de littérature letton, Albert Bells, je lui ai posé cette question parce qu'avant ça que je débutais, et même maintenant, j'avais toujours cette impression que des poètes, des écrivains, toute cette société sait quelques secrets que moi je ne connais pas. Alors, mais quand je suis plus ou moins entré cette société, je voulais poser cette question et voilà, je demandais ce écrivain classique de Lettonie. C'est quel écrivain, vous dites? Albert Bells, mais oui, il était assez célèbre en Lettonie et dans tous les territoires Union soviétique.
une sorte de dissident, un homme important. Ok. Bon, je lui pose cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire? Mais il m'a dit, mais ça existe plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de mettre à votre machine à taper et écrire pour, je sais pas, après 5 heures d'écriture, 5 heures d'écrire des bêtises, ça va commencer à bouger. Alors, j'ai fini de poser des questions parce que je crois que je n'ai jamais fait ça pour 5 heures. Alors, je n'ai pas encore sorti de bêtises d'après ces méthodes. Mais bon, vous avez essayé du coup? Je vais essayer, mais non, je ne suis pas sûr. Mais non, mais j'ai un peu ma méthode, c'est un peu décrit dans ce livre. Si tu veux quelque chose, alors pousse ta volonté jusqu'à comme tu peux. Mais après, laisse-la et oublie ça, si c'est possible. Et dans ce moment, ça va se réaliser. Dans l'écriture, tu vas essayer de taper, ça ne marche pas, que ça devient déjà, tu sens honte, tu peux plus, laisse, tu peux maudire ça, tu vas dans la rue pour penser aux autres choses, et quand tu as presque oublié, ça va se entrer à ta tête quelque chose. Mais bon, ça peut être triché, bien sûr. Mais bon, c'est un peu ça ma méthode. Pas un secret. C'est exactement ce que fait ce petit garçon qui n'a pas envie d'aller chez le dentiste, finalement. Oui, mais c'était aussi ma méthode de ne pas aller chez le dentiste quand j'étais petit. Parce que, oui, je peux le présenter un peu. C'est que quand j'étais petit, dans l'école, c'était obligatoire d'aller chez le dentiste. C'était une torture. Et j'ai noté que... Et bon, il y a un médecin qui arrive et dit que bon, voilà, le dentiste est arrivé à notre école. Deux premières d'ordre alphabétique chez le dentiste. Et moi, j'étais au milieu. Alors, il me restait toujours un peu à attendre. Et j'espérais que pas aujourd'hui. Et j'ai noté que ça ne se passe jamais quand je pense à ça. Alors, j'ai essayé de jamais cesser de penser au dentiste parce que j'essaierais sorte de protéger parce que les choses arrivent quand on ne les attend pas. C'était ça ma croyance à l'époque. Et comme ça, mon personnage développe une méthode de rêver, organiser la réalité avec ses pensées. Oui. C'est une forme de superstition, en fait, d'une certaine manière. Oui, bien sûr, mais c'est comme une superstition, et en même temps qu'on regarde le monde comme produit de notre pensée. Ouais. Ça nous donne l'impression d'avoir le contrôle aussi, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Et alors, j'avais justement en lisant Méthode, donc qui se passe à Bordeaux, la nouvelle se passe à Bordeaux. Moi, je ne peux pas m'empêcher quand je lis un texte et qu'il y a des noms de rues, des noms de lieux, c'est de regarder sur Google Maps et de savoir un petit peu où je suis. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai tapé la rue Bonnet et que je n'ai pas trouvé de rue Bonnet à Bordeaux. Il se trouve que j'ai une collègue qui vient d'arriver et qui est bordelaise et qui a lu cette nouvelle et qui m'a dit « La rue Bonnet, c'est la rue Georges Bonnac ». C'est bien ça ? Oh, alors c'est une faute d'orthographe. Non. Parce que non, mais je me suis dit, est-ce que c'est une manière de transformer de lieux ? Parce que la nouvelle qui se passe en Lettonie, les lieux sont, j'ai regardé, les lieux existent. Et là, je me suis dit, est-ce que ce serait pas une manière un petit peu de maquiller l'espace ? Mais bon, du coup, si c'est juste une erreur, dans ce cas-là... Oui, je crois qu'il s'agit d'une faute. Je suis désolé, du coup. Non, c'était jamais le plan. Oui, je crois d'avoir décrit exactement. Et bon, le traducteur n'a pas noté non plus. Bon, je suis... Non, mais parce que ça arrive souvent de lire des nouvelles et les noms des lieux sont maquillés. Oui, mais je trouvais ça super intéressant. Mais je croyais d'être assez exact qu'on retrouve... Mais la rue judaïque, c'est ça, et le cimetière avec ses portes d'arrêt, ça doit être là. Oui. Peut-être ils ont changé le nom mais non, je ne crois pas. Et la résidence que vous aviez faite à Bordeaux, parce que ça on n'en a pas trop parlé, mais vous avez fait des résidences en France, oui. Et vous avez notamment travaillé à Bordeaux, écrit à Bordeaux, c'est ça ? C'était dans le même quartier que le cimetière ou...
C'était, j'ai oublié le nom de la rue, mais c'était juste à côté de Basilique Saint-Sérin. Saint-Sérin, c'est ça. Oui, parce que c'est écrit aussi, Ça, c'est écrit, ouais. on la voit par la fenêtre, Ok. la basilique. Oui. Alors, il y a quelque chose aussi dont on ne peut pas ne pas parler, c'est comment dire, ce mélange des genres. Parce que en France, on a une tradition littéraire assez particulière qui fait que on ne mélange pas tellement les genres que ça. C'est-à-dire que tout est très cloisonné. On a d'un côté la littérature dite blanche, on a la littérature de l'imaginaire, on a la littérature policière, mais alors même si aujourd'hui les choses changent un petit peu, on a tendance à pas franchement mélanger. Et en vous lisant, c'est d'une liberté absolue. Et c'est d'ailleurs une réflexion que je me fais souvent en lisant de la littérature. Alors c'est plus l'Europe de l'Est, en Hongrie notamment, où les auteurs, les autrices se contrefichent des genres et ont tendance à tout mélanger. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre rapport, vous, à la littérature de genre et comment est-ce que vous la percevez? Est-ce que pour vous, il y a des genres littéraires ou est-ce qu'il y a juste la littérature Oui, c'est plutôt, je ne fais pas tellement attention pour le genre, mais je sais bien que ça existe et il faut faire attention un peu. Mais pour moi, je crois que ma volonté d'écrire, c'est plutôt ce que je vais quand on est jeune. On veut avoir une aventure pour pouvoir raconter à tes amis, pour pouvoir raconter une histoire drôle, une histoire folle, bizarre. Je crois que c'est toujours mon raison pour écrire, de raconter une histoire intéressante, surprenante. Voilà. Oui, c'est ça mon genre dans ce livre. Oui. C'est pas une révolte contre la tradition, non. Et en Lettonie, il y a une tradition. Je veux dire, comment est-ce que les gens perçoivent ces littératures de genre? Est-ce qu'elles sont de la même manière mélangées ou est-ce qu'elles existent en tant que telles, séparément les unes des autres Bon, ça existe, ce que vous appelez la littérature blanche. C'est aussi chez nous, c'est littérature sérieuse, littérature d'une catégorie, c'est pas populaire. Oui, ça existe, ces différences. Mais ça, c'est assez proche souvent, oui. Et en effet, avec mon premier livre, mon intention, c'était d'écrire un livre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire. Je ne voulais pas forcément entrer la grande littérature considérée sérieuse. Mais genre de roman, je crois que le roman est toujours préféré par les lecteurs. Mais les écrivains en Lettonie par contre aiment bien la courte nouvelle. C'est que j'ai souvent entendu des éditeurs que non, il faut avoir un roman pour le vendre. Je dis, mais malgré ça, je vais écrire un recueil de courtes nouvelles. Mais on verra ce qui se passe. Mais la même année, je crois, il y a de mes collègues écrivant letton, je crois, 5-6 livres de recueils de nouvelles sont sortis. Tout c'était malgré les grands conseils des éditeurs. Oui, mais c'est pas toujours si facile. Je suis peut-être pas tellement professionnel que je peux définir le genre tellement. Oui, la question des genres, en effet, reste toujours difficile pour moi. J'aime bien aussi ce qu'on appelle ici la littérature sans fiction. C'était après ce livre. Voilà, la question des genres, ça me torture pas mal. Ouais. Et alors, c'est le moment j'aimerais parler d'une autre nouvelle qui s'appelle Voyage. Qui m'a vraiment fasciné. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu. C'est un homme qui part à la chasse aux ovnis, c'est ça? Oui. Mais d'abord, c'était un phénomène que j'ai observé dans la littérature lettonne. Mais c'était aussi dans une autre résidence en France. On avait une rencontre, c'était moi et 2 écrivains français. Nous avons tous présenté nos livres. Mais c'était mon premier livre. Et un des écrivains français, c'était le sujet de son livre. Ça se passe à Écosse. Et pour l'autre, c'était en Haïti. Alors, pas France. Pour moi, mon pays, ma ville natale.
Alors, quand je pensais que c'est presque toujours comme ça, que la littérature lettonne, ça se passe toujours en Lettonie. Alors, je voudrais essayer de sortir de ça avec ce voyage. Et oui, il s'agit d'un personnage qui rêve de voir OVNI. Et pour ça, il prend un long voyage, mais ça se passe pas si facile. Oui, oui. Et l'OVNI, ce n'est pas le plus grand problème. Et vous acceptez de nous parler de ces posadistes Oui. Ouais. Alors, moi, je ne sais pas si vous, dans le public, vous les connaissiez. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Ils sont trotskistes, c'est ça? Oui, mais ça, c'est vraiment un groupe réel. Mais bien sûr, bien sûr. Et le dauphin existe, le dauphin, la bombe atomique. Oui, il est attaqué par un groupe de partisans. Il devient leur prisonnier. Et là, on lui raconte leur idéologie. Zapatiste? Non, c'était pas possadiste. Oui, c'est vraiment. Bon, vous avez lu, laissez-moi vous pouvez expliquer. L'idéologie, c'est une forme de trotskisme, mais qui attend aussi l'OVNI, qui croit que l'OVNI, c'est. Que les extraterrestres vivent parce qu'ils sont tellement développés techniquement, c'est clair qu'ils vivent en communisme. Alors ils cherchent pour les contacts avec ce vrai communisme. Et l'autre société qu'on considère amicale, ce sont des dauphins, des dauphins qui habitent dans l'eau. Alors des amis des possédistes, ce sont des extraterrestres et des dauphins. Et ça, ce que j'ai lu, ça existe vraiment, ce mouvement. Oui, et voilà, il devient prisonnier de ces partis. Et on entend ensemble maintenant l'arrivée de l'OVNI, mais ça n'arrive pas. Oui. Mais alors pourquoi ces posadistes? Qu'est-ce qui vous a intéressé chez eux? Est-ce que vous avez fait leur connaissance par hasard? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez depuis un moment, dont vous aviez envie de parler? Je cherchais j'avais cette idée qu'il devient prisonnier par un groupe de partisans. Alors je cherchais pour les mouvements guerriers dans l'Amérique du Sud. Et voilà, mais quand je trouvais possadiste, c'était voilà, c'est ça. C'est ça que je veux, mais jamais oser imaginer quelque chose comme ça. Oui, c'est non, dans cette fois-ci, c'est pas ma imagination qui a bien travaillé, non, c'est la réalité qui a surpassé mes rêves. Oui. Et alors votre imagination, justement, elle vous fait aussi apprécier l'idée d'effacer des pays de la carte, j'ai l'impression, parce que dans une nouvelle, il y a un pays qui va disparaître, un seul, mais à la fin de votre recueil, c'est plein de pays qui vont disparaître puis réapparaître. Voilà. Alors a priori, c'est un jeu. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée de faire disparaître des pays? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vous préoccupe, en tout cas. Oui, mais c'est la même idée que nos pensées peut en quelque sorte influencer la vie réelle. Oui, c'est comme dans ce conte de Lewis Carroll, Alice, qu'on disait que nous sommes, on voyait non, c'était l'autre côté des miroirs. On a observé le roi des Noirs, ou comment dire, pour un jeu d'échecs, qui était endormi. Et c'est un personnage à expliquer à Alice, que tu sais que nous sommes des rêves de ce roi qui endort. Quand il va se lever, nous allons disparaître. Voilà, que nous existons comme dans la tête de quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est dans cette nouvelle, le jeu, c'est ça que tout le monde est en effet dans la tête de cette jeune fille qui fait un jeu pour apprendre la géographie. Et quand, la capitale. Mais c'est ça que je faisais moi-même quand j'ai travaillé dans un bureau. C'était aussi une forme de procrastination. Je passais mon temps à apprendre la capitale. C'était un jeu quand tu devines la capitale, le pays disparaît. En effet, je regardais l'écran et j'avais ce sentiment que je suis
méchant génie qui fait disparaître le monde. Quand le jeu est gagné, c'est tout noir. Alors c'était assez proche d'inventer une nouvelle, un sujet. Ouais. Et donc une des ruses, c'était d'inventer des nouvelles capitales. Et alors, qu'est-ce que vous aviez choisi comme capitale de la France avant que ce soit Neuilly? C'était quoi cette toute petite ville, vous vous souvenez ou pas? Oh, j'ai oublié. Ouais, mais il y avait une idée. Oui. Pourquoi Je crois qu'il y avait 500 personnes dans le village qui habitaient. Et voilà, c'était la nouvelle capitale. Oui, parce que quand le gouvernement de tous les pays du monde, ils ont compris comment ce jeu ça se passe, et ils ont changé le nom de capitale pour protéger le pays. Mais c'était une grande aventure. Comment choisir une autre capitale? Ça doit être mieux que ce soit un nom inconnu. Parce que si on choisit Marseille, peut-être qu'on peut... C'est trop facile, ouais. Trop facile, oui. Alors on cherchait des manières comment changer la capitale, mais avec dignité. Et alors, dans cette nouvelle, vous dites, il y a une phrase que j'ai retenue, que j'ai trouvée assez intéressante. Le personnage dit « Les ovnis représentent l'espoir. Est-il possible que ce monde soit à ce point banal et explicable sans rien de plus ?» Ça aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve dans chacune de vos nouvelles. L'idée qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, d'une certaine manière, non? Oui, ce sont nos rêves. En effet, c'est ça, c'est le tigre qui est au titre. Bon, il y a plusieurs allusions, peut-être c'est un peu trop compliqué, mais et sur la couverture, on voit un chat. C'était aussi dans la version letton. C'est un chat qui se croit d'être un tigre. C'est son rêve, oui. Et quand elle le croit, il en est, en effet. Si tu crois d'être un tigre, tu es un tigre. Parce que c'est quoi? Le monde n'existe que dans la tête. Si tu crois que tu es heureux, tu es. Si tu crois d'être malheureux, c'est vrai, tu as raison. C'est pour ça qu'on peut organiser le monde. Mais dans un moment, ce rêve devient plus fort, et c'est ce tigre qui nous déchire. Nos rêves, nos pensées sont plus forts que nous. Alors, on peut avoir cette illusion de gouverner le monde avec ses rêves, mais dans le moment prochain, ça s'échappe, ça te détruit tes rêves. Oui. Voilà. Donc cette forme de foi, en revanche, j'ai l'impression qu'elle n'est jamais dogmatique, c'est-à-dire qu'il est beaucoup question de croire, d'espérer, donc de foi encore une fois, mais la religion n'apparaît jamais, la religion en tant que dogme. Ah oui, mais ça c'est un autre sujet. Non, il ne faut pas mélanger ça. C'est plutôt... Bon, la religion, c'est aussi privé, mais non, ici, il ne s'agit pas de religion, mais plutôt une manière comment percevoir la réalité. Et comment vivre cette vie quotidienne qui ne correspond pas tellement à ce qu'on voudrait. Comment le percevoir, oui, c'est ça. Une petite méthode comment vivre, mais qui ne marche pas trop bien. Bon, peut-être on pourrait lire un petit extrait, si ça te va. De cet compositeur? Oui, peut-être qu'on peut en parler rapidement, parce qu'il me semble que c'est la nouvelle la plus longue de votre recueil. Il y a carrément des chapitres dans cette nouvelle, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc je pense que c'est quand même un petit peu important d'en parler, où vous nous racontez la vie d'un compositeur assez mystérieux, assez secret, dont on n'est pas sûr de l'identité, c'est ça? Oui, c'est quelqu'un qui écrit de la musique très bizarre et devient vite célèbre, mais on observe assez vite que le compositeur ne paraît pas de ne pas connaître la musique, même celui qui l'a écrit, et il reconnaît, dans les concerts, il est incapable de reconnaître ce qu'il a écrit, et c'est quelqu'un qui manque absolument l'oreille. Comment c'est possible qu'il ait fait de la musique? Ça doit être un imposteur. Mais non, c'est lui, en effet.
Et ça s'explique. Bon, c'est un fragment que Raphaël a choisi. Oui, qui m'intéressait. Alors, c'est là où il raconte sa méthode, en effet. Il repoussa son morceau inachevé, se saisit d'un livre et entama la lecture. Voilà, la lecture. Il parla de l'aspect visuel de la musique notée, assura qu'il suffisait aux connaisseurs de jeter un coup d'œil sur le graphie pour se faire une idée décisive de l'esprit et de la valeur de la composition. D'autre part, il nous décrivit la jouissance exquise que la figure optique d'une partition de Mozart offrait à l'œil exercé, la clarté de la disposition, la belle répétition des groupes d'instruments, la conduite spirituelle et riche en sinuosité de la ligne mélodique. Un sourd, s'écria-t-il, privé de toute expérience du son, pourrait déjà se réjouir devant ces visions suaves. Il cita un sonnet de Shakespeare. To hear with eyes belongs to love's fine wit. Et affirma qu'en tout temps, les compositions avaient introduit dans leur écriment secret plutôt destiné à l'œil qu'à l'oreille, etc. C'est une citation de Thomas Mann, le docteur Faustus, traduit d'allemand par Louise Sevissen. Ehlers, c'est le nom du compositeur, reposa l'ouvrage et poursuivit. C'est la vérité vraie. Je ne comprends rien à la musique. Bien sûr, il y a des trucs que j'aime bien. Enfin, je veux dire que j'aimais bien avant. Maintenant, tout m'énerve. Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est dessiner. J'étais à la recherche de mes propres formes. Pour moi, les notes sont des signes incompréhensibles. Que peut-il avoir de plus beau que des signes incompréhensibles s'organisant selon un ordre secret? Pour moi, c'est le seul art digne d'exister. Avancer sans comprendre, aller vers le mystère. Vous qui avez passé tant d'années à farfouiller dans toutes des sortes d'expressions artistiques, vous ne l'avez pas observé? Comme c'est beau, Stonehenge, et dans les cathédrales, les meilleures, ce sont des inscriptions dont le sens reste inexpliqué. Les plus beaux des livres, ce sont des écrits dans les langues incompréhensibles. Les mots qu'on ne comprend pas, c'est que l'on trahit en les traduisant. Toutes les histoires sont intéressantes lorsqu'elles savent garder leurs secrets. C'est une idée que vous partagez Oui, mais c'est que... mais peut-être c'est parce que je suis très nerveux, peut-être que je manque la patience, mais c'est vraiment mon cas que tous les films que j'aime, je les aime jusqu'à la moitié. Après ça devient, quand c'est déjà trop clair, qu'est-ce qui va passer, ça m'énerve, mais c'est ça que j'aime, cet mystère. Mais bien sûr, mes caractères sont un peu plus essentiels que moi, plus honnêtes. Moi, je doute toujours. Oui. Oui. Vous le dites très bien, votre personnage dit « Que peut-il y avoir de plus beau que des signes incompréhensibles s'organisant selon un ordre secret ? Pour moi, c'est le seul art digne d'exister. Avancer sans comprendre, aller vers le mystère. » Et d'ailleurs, vous faites référence à une autre forme d'art aussi, à la peinture, à ce carré noir. Oui. C'est un peu pareil, ce carré noir est assez déroutant. C'est Malevich, c'est ça ? Oui, mais ça m'a toujours fasciné, cette peinture. Je cherchais pour d'autres versions, parce que vous savez, en effet, il y a pas mal de peintres qui ont fait ça, même avant Malevich. C'est le premier carré noir, ça date du XVIIe siècle. C'est quelque chose qui a toujours fasciné des artistes, je crois, d'écrire cette forme de non-art. Et voilà, toujours quand ça arrive d'être à Paris, je visite Centre Pompidou pour regarder ce carré noir de Malevich. Et ça sera fermé maintenant, le Centre Pompidou. Très bien. Bon, avant peut-être peut-être qu'il y a une remarque, une question dans le public. J'ai encore une ou deux choses que j'aimerais vous dire, mais si vous voulez, je peux faire passer le micro si vous vous sentez suffisamment à l'aise. Est-ce que non, pas de prise de parole? Alors moi je vais continuer dans ce cas-là, si vous êtes sûr. Après n'hésitez pas, si d'un coup ça vous vient, ou n'hésitez pas à me faire un signe. Moi
Moi, j'aimerais parler de la traduction parce que je sais que vous avez traduit des choses du français vers le letton. Oui, un peu, mais je ne me considère pas être un vrai traducteur. Non, Comme traducteur. Non, Vous avez traduit Le Grand Cahier quand même d'Agatha Christophe, qui est un Oui, livre oui, assez oui. génial. Oui, mais c'était assez... Vous savez que ce livre est écrit dans une langue d'enfant, une langue d'étranger. Alors c'était toujours... C'était la première question d'un copain qui vient de lire ce livre. La question était... Est-ce qu'elle a vraiment écrit comme ça ou c'est ta traduction qui est primitive parce que ça donne l'impression de quelqu'un qui ne maîtrise pas absolument la langue dans la première page au moins. Oui. Et je traduis aussi avant ça une pièce de Bernard-Marie Coltès dans La solitude des champs de coton. Et finalement, j'ai de très bonnes relations avec mon traducteur, Nicolas Azonon, qui a traduit mes 2 livres, et plusieurs articles et tout ça. Et voilà, maintenant, il y a 5 ans, lui-même, il a écrit un petit bouquin où il s'agit de Lettonie et aussi de France. C'est une histoire sur un dictionnaire franco-letton. Oui. Alors, j'ai pris la décision de le traduire. Alors, on a changé de rôle. C'est vraiment, nous avons vraiment une relation littéraire. Alors, je traduis 3 pièces. C'est pas suffisamment pour s'appeler un traducteur, je crois. Oui. Mais oui, mais je crois que traduction, c'est bien sûr que c'est important. Mais c'est selon mon expérience. Un bon traducteur, c'est peut-être le seul qui a vraiment lu le texte, même pas l'écrivain lui-même. Qui dit ça? C'est vous qui dites ça? Oui, parce que Nicolas, il découvre toujours des trucs que j'ai pas vraiment remarqué, que j'ai pas assez pensé sur ça. Oui, traduire, c'est aussi un travail de découvrir, déchiffrer le monde. Oui. Bon, mais c'est la question. Bon, je suis. Non, en fait, ma question finale, c'était si vous travailliez sur votre traduction en français, mais on en a quand même parlé. Non, vous savez, avec la traduction, il y a un petit épisode de ma vie, quand je travaillais dans l'agence de publicité. Vous savez, tout le monde qui travaille dans l'agence de publicité on déteste ce travail en général, mais peut-être c'est comme ça dans tous les boulots, je ne sais pas. Et tout le monde est en train de quitter ça. Et voilà, il y avait un épisode quand j'étais tellement fatigué de ce travail de publicité. J'avais un chat avec une copine qui travaille comme une traductrice. J'ai dit à elle, écoute, je quitte ce travail de publicité, je vais travailler comme toi. Tu peux le faire, moi aussi, je peux le faire, je vais être un traducteur. Elle a dit, bon, mais je te préviens, comme ça, il faudra pour toi vraiment travailler. Alors je disais, non, je réfléchis quand même, je reste peut-être dans le pub un peu. Et c'est vraiment ça, dans la traduction, il faut vraiment travailler et ça me fait peur. Bon, très bien. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Yanis. Merci beaucoup au public. Je pense qu'on peut vous applaudir. Alors, pour ceux et celles qui le souhaitent, les livres sont en vente à l'entrée du magasin et peut-être que Yanis peut se prêter à l'exercice de la dédicace pour ceux et celles qui le souhaitent, bien évidemment. Oui, avec plaisir, bien sûr. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la 21e édition du Marathon des mots qui se tenait du 24 au 29 juin 2025. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.